Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le JDF, le Journal du Fight, podcast en partenariat avec la Bulgarien Top Team, que j'ai le plaisir de présenter avec son manager, Guillaume Pelletier. Guillaume, est-ce que tu es en forme ? Super bien, merci beaucoup. Merci à toi Kevin, merci à toute l'équipe qui nous suit, nous regarde. C'est reparti pour un petit JDF. Pas beaucoup d'actualités, mais on va essayer de traiter ça du mieux que l'on peut. Et voilà, comme d'habitude, avec beaucoup de plaisir de partager du temps avec vous les gars. Donc on y va, c'est parti, ça commence. Eh bien, on va s'arrêter là où on en était. Du coup, Ares 14. Une carte où personnellement, moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop de combats qui m'ont hypé. Enfin voilà, je vais surtout parler c'est du départ de la fin de carrière de Michael Lebou. Voilà, qui part sur une défaite, mais j'ai envie de dire que c'est pas le reflet de sa carrière et tout ce qu'il a montré et tout ce qu'il a fait aussi pour le MMA. Donc déçu évidemment qu'il n'ait pas su battre l'Argentin. Le combat, malgré qu'ils ont fait une belle guerre quand même, ça aurait pu aller dans un sens comme de l'autre, mais l'Argentin a su faire la différence. Donc voilà, combat pour la ceinture. Malheureusement, partir comme ça à la retraite, je trouve ça un peu dur, mais d'un côté, je trouve ça correct parce que des fois, ça sert à rien de pousser trop loin. Et surtout, l'élan qu'il a redonné à sa carrière, Michael Lebou, je trouve ça vraiment respectable et honorable. Notamment, tu vois, la guerre qu'ils ont fait avec Karla Moussou, tout ça. Enfin, tu vois, cette génération de combattants, je trouve ça honorable ce qu'ils ont réussi à faire parce qu'ils ont réussi encore à marquer l'histoire du MMA français. Pour pas qu'on les oublie, je pense aux anciennes générations juste avant, où les nouvelles générations ne les connaissent pas vraiment, les fans de MMA. Donc là, pour le coup, aujourd'hui, Michael Lebou, tout le monde le connaît. Et ça, je trouve c'est un point fort de pouvoir avoir fait ce dernier run, comme il a dit. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Guillaume ? Pour reprendre un petit peu ce que tu dis, et tu as parfaitement raison, je pense qu'il faut saluer Ares qui a permis à ces combattants-là d'avoir un second souffle dans leur carrière, où on pourrait même considérer pour Michael un troisième souffle, étant donné qu'on le sait, quand tu te fais licencier de l'UFC, derrière c'est très compliqué de rebondir. Et il a eu un magnifique rush déjà d'une au M1 pour commencer, donc je dirais que celui-ci était le second souffle pour lui. Et derrière, il finit sur une prestation, une prestation en demi-teinte, je dirais, mais sur un run exceptionnel à Ares. Michael Lebou, je dirais, ça restera à vie, alors peut-être un petit peu moins maintenant. Un combattant, je dirais, un petit peu sous-estimé du circuit, mais c'est un combattant de très haut niveau. Et tu sais, je vais être sincère avec toi, peut-être que moi-même, je l'ai sous-estimé un petit peu dans les différentes oppositions, parce que tu sais, à l'époque déjà, et je crois qu'il le sait, Michael, je souhaitais absolument faire croiser le fer entre Fares Liam et Michael Lebou. J'avais considéré, je crois que je te l'avais dit une fois, j'avais considéré que Michael Lebou, c'était un ticket d'entrée à l'UFC. Donc, c'est un combat que je voulais faire. Ça, s'était pas fait. Derrière, on a fait le combat entre Kevin Ruhart et Michael, ce qui s'est soldé par une défaite pour nous. Et puis, le combat que j'ai envie de qualifier d'anthologie entre Karl et Michael, qui restera, et je l'espère, pour longtemps dans la mémoire des fans français. Parce que là, pour le coup, tu sais, même en étant le manager de Karla Moussou et donc en assumant la défaite avec lui, et force est de constater que j'ai pris énormément de plaisir dans ce combat parce qu'en tant que fan de MMA, c'était une guerre incroyable. Et voilà, Michael, moi, c'est un mec. Alors, sans parler du mec, je respecte énormément le mec. Mais là, on est là pour parler du sportif ici. Et le sportif, il est déroutant, en fait, si tu veux. Il est déroutant parce que à chaque fois, tu penses qu'il va perdre parce qu'il est un peu limité dans un domaine ou dans un autre. Mais en fait, avec son expérience et son intelligence de combat, il est toujours capable de s'en sortir et de profiter justement, lui, des faiblesses de son adversaire. Et c'est un combattant qui est tout simplement incroyable. Donc, il me semble, pour ce combat, les chances étaient clairement égales entre les deux combattants, entre Staropoli, entre Pepi et Michael Lebou. Et pour être très honnête avec toi, j'étais vraiment attristé de la défaite de Michael. J'avais vraiment envie qu'il gagne. J'avais vraiment envie qu'il s'offre cette ceinture et sortir par la grande porte. Mais j'ai envie de te dire que même avec cette défaite, il sort par la grande porte.
Il a montré au bon sens du terme, quel chacal c'était, parce que c'est un vrai chacal. C'est un mort de faim, c'est un combattant très dur. Et voilà, je le respecte beaucoup pour ça. Belle sortie, belle fin de carrière, qu'il se repose bien, qu'il profite. On le reverra très certainement dans le circuit, peut-être pas en tant que coach, mais peut-être en tant que commentateur, analyste, ou, tu vois, je le vois bien là-dedans. Donc voilà, bonne retraite à lui et à bientôt, quoi. Pour son adversaire, du coup, Staropouli, qui prend du coup la ceinture, c'était la ceinture vacante, parce que il y a normalement Abdul qui doit signer à l'UFC. Ça a été, c'est pareil, ça c'est une news là qui vient d'être annoncée par son manager. Donc voilà, donc on n'aura pas d'opposition entre les deux, quoi. Ouais, bah écoute, pareil, Pépi nous fait une belle sortie de l'UFC. Sortie de l'UFC, il enchaîne un 3-0. Donc je ne sais pas où ça va l'emmener. Est-ce que potentiellement il n'est pas susceptible de retrouver une place à l'UFC? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il semblerait qu'à l'heure actuelle, ce soit le champion quasi incontesté des welterweight d'Ares, étant donné que oui, moi aussi j'ai appris et compris qu'a priori Abdul ne faisait plus partie du roster d'Ares et qu'il allait signer à l'UFC. Donc du coup, certainement Pépi. Ouais, enfin, bah ouais, bon après, c'est pas une surprise. Abdul, il fallait qu'il signe. Il était temps qu'il signe. Enfin, tu vois, aujourd'hui, c'est un des meilleurs en Europe. Il l'a prouvé. Et il était temps, j'ai envie de te dire. Donc voilà, pour Pépi, bah, ça semble être le champion maintenant des welterweight et je pense qu'il peut garder cette ceinture un bon moment. Et d'ailleurs, une petite parenthèse sur Abdul, tu sais que moi je suis un très grand auditeur du podcast de Clément Marcoux. Il a raconté une anecdote concernant à l'époque où tu le manageais. Il y avait un potentiel combat avec Khamzat Chimaev. C'est vrai. Je crois qu'ils devaient s'affronter. Est-ce que tu pourrais nous raconter, parce que je pense que toi, étant donné que tu étais le manager, tu devais être au cœur de ces discussions-là. Pourquoi ce combat il n'a pas eu lieu? Bah, le combat n'a pas eu lieu parce que tout bonnement, les trois personnes qui pouvaient décider de la carrière d'Abdul, donc c'est-à-dire moi, le coach de l'époque, Kajimurad Ismailov et Abdul lui-même, on ne souhaitait pas affronter Khamzat Chimaev parce que c'était une machine de guerre, tout simplement. Donc effectivement, le Brave a beaucoup forcé pour ce combat. Ils le voulaient, ils ont insisté, insisté. Jusqu'à même en être presque menaçant, c'est-à-dire en menaçant de retirer la ceinture à Abdul. Tu vois, ça a été très, très insistant. Mais Kajimurad Ismailov, étant daguestanais, lui avait beaucoup d'informations sur Khamzat qu'on connaissait finalement très peu à l'époque. Sauf que moi, j'ai été invité avec mon poids lourd américain Tony Johnson en Suède au All-Star à l'époque pour la prépa d'Ilir Latifi à l'UFC Stockholm. Ils avaient besoin d'un poids lourd lutteur, donc ils ont fait venir mon combattant, ils m'ont invité par la même occasion. Et là, j'ai découvert un Tchétchène énervé, trop fort, qui roulait sur tout le monde. J'ai même une photo avec lui, j'ai tourné, j'ai sparé en pied-point avec lui. De l'époque, ça date il y a 6 ans, je crois. Ouais, 6 ans. 6 ans à peu près, ouais, 5 ans peut-être. Et voilà, c'était Khamzat Chimaev. Derrière, je crois qu'il fait un combat ou deux au Brave. Et le Brave, là, nous propose le combat, tu vois. Donc, pour moi, il était impossible d'accepter ce combat. Khamzat, c'était beaucoup trop dangereux. Ça mettait clairement très en péril l'invincibilité d'Abdul. Donc, déjà, moi, je n'étais pas chaud. Okay. Le coach Kajimurad, lui, c'était hors de question parce que lui aussi avait des informations sur Khamzat. Et Abdul, pareil, n'avait pas envie de l'affronter. Donc voilà, on a refusé. Je crois qu'on nous l'a proposé 5 fois, je crois, Khamzat. Ok. On a refusé. Ouais, on a refusé parce que c'est aussi le rôle d'un manager, tu sais, de savoir protéger son combattant. Et là, pour le coup, on peut parler de protection parce qu'affronter Khamzat, c'est quelque chose, quoi, tu vois. Ok, bon, merci en tout cas de nous avoir partagé cette anecdote. On va passer sur Ares 15, donc, qui arrive très prochainement. La date, c'est le 5 novembre. Ouais. Qui aura pour main event. Non, le 11 mai, pardon. Le 5 novembre. Le 11 mai, pardon. Le 11 mai. Excuse-moi, le 11 mai.
je lis à l'envers les dates, qui opposera Peña face à Mehdi Saidi. Donc Mehdi Saidi qui a eu une victoire il y a pas très longtemps. Ouais. Faudrait que je retrouve exactement. Ouais. Et Demarté Peña qui est le champion et qui a pris la ceinture récemment face à comment il s'appelle, le Smile Killer de la bonne école à Montpellier. J'ai oublié son nom. Ah, contre Elias, Boukdesdam. Ouais, Elias. Voilà. Donc là, ça va être ça. Ouais, du coup, ça va être sa première défense de titre. Alors franchement, Mehdi Saidi, c'est du solide. Hein. Alors, Mehdi Saadi, pour être très honnête avec toi, je ne connais pas beaucoup. Je suis en train de regarder son record en même temps. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. Tu vois, à l'heure actuelle, il est à 5-1. Ouais. Il a affronté des mecs, j'ai envie de te dire, plutôt moyens. Tu vois, des gars avec un record assez minime, tu vois. Je vois 1-0, 2-1, il y a une défaite. Derrière, une victoire contre un mec qui était à 1-5, puis 2-0. En revanche, il a vraiment impressionné sur son dernier combat contre Léopold Goy. Là, pour le coup, j'ai regardé le combat. Donc, ouais, très impressionnant. Ça frappe très fort. C'est très volontaire. C'est très agressif. Donc, voilà. Mais je ne vais pas faire le gars qui connaît. Je ne connais pas son niveau de lutte ou de défense de lutte ou quoi que ce soit. Et clairement, on le sait que contre Demarté Peña, c'est la clé. Donc, voilà. Je ne saurais pas te donner un pronostic ou te dire ce qu'il va ressortir de ce combat, mais voilà, combat intéressant, effectivement. Il y a besoin de, comment dirais-je, de mouvements, de combats, de 109 dans cette division bantamweight, parce que ça reste une division dans laquelle il n'y a pas beaucoup de combattants. Donc c'est bien de voir ce jeune combattant, et voilà, hâte de voir ce qu'il va faire. Ok. Jordan Zebo aussi. Le combat, ça y est, va enfin avoir lieu face à Mickaël Marie-Sardi. Peut-être. Combat qui a été. Ouais, non, je pense que ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ça va être un gros fight, ça aussi. Hein. Effectivement, je vois que le combat a déjà été annulé 2 fois. Il a été annulé en novembre 2022 et en janvier 2023. Et il y a un bon proverbe français qui dit jamais 203. Donc, voilà. Non, on attend. Bon, on espère que ça va se faire. En tout cas, ça va être un gros combat. On va passer à un combattant de ta team qui va affronter un combattant de ma région. Ouais, tout à fait. Vincent Delguera qui a Joksovic. Joksovic, récent vainqueur d'un combat contre Papou-Lélé. Voilà, Vincent Delguera, c'est un mec que j'aime beaucoup en tant que personne et en tant que combattant. C'est un style que j'aime beaucoup. Il a une superbe boxe anglaise, Vincent. C'est quelqu'un que je connais bien pour avoir passé 10 ans de ma vie à Marseille. J'ai eu l'occasion de le croiser un bon nombre de fois. Et voilà, très, très bon combattant, très puissant, très lourd. C'est un gars, je crois, qui a fait beaucoup de combats aussi à 84. Donc là, il revient dans sa catégorie initiale des 77. Voilà, c'est une team en plus que j'aime bien, la team de Jean-Michel Fouassard. Mais tu sais, nous, on a ce côté sportif où, en fait, peu importe, nous, on peut s'affronter entre teams, c'est pas très grave. Tu sais, il y a pas d'animosité où il y a personne qui doit mourir à la fin, tu vois. On veut tous gagner, mais à la fin, ça reste que du sport. Donc, voilà. Que le meilleur gagne et le meilleur sera Nikola Joksovic, quoi. Ouais, on va voir. Attention, moi, j'ai eu l'occasion, pareil, de voir Vincent Delguera combattre contre un Brésilien très, très solide à l'Octofight à Marseille. Il m'a impressionné, hein. Franchement, je le connaissais pas avant. Et pour le coup, voilà, je rejoins ce que tu dis, ça frappe très très fort. Et franchement, là, ça va être une carte, je vais la regarder. Franchement, je vais la regarder. Il y a beaucoup de combats qui m'intéressent. Et on a aussi. Le combat d'après. Ouais, grave. Anissa Meksen. Figueiredo et Anissa Meksen. Alors, j'ai envie de dire que ce combat, on va le regarder uniquement pour Anissa Meksen parce que la pauvre adversaire qui va certainement passer une soirée difficile, on ne la connaît pas en plus. Ouais, elle commence elle aussi. Ouais, elle nous vient du Brésil. Je vois qu'elle a une expérience. Alors, dans un sport qui est étonnant, parce qu'en fait, elle a 2 combats sur Tapologie, mais qui ne sont pas référencés parce que record inéligible en MMA. Donc, je ne sais pas si c'était une discipline un petit peu différente. En tout cas, il semblerait qu'elle ait déjà des combats, mais qui ne soient pas référencés. Mais voilà, en face, c'est Anissa Meksen. Donc, bon courage à elle. Championne de Muay Thai, hein, je pense que tout le monde
Ouais. Connaît Anissa Meksen, championne de montagne. J'espère que Figueiredo s'est négocié une bonne prime pour son combat. Ça couvrira très certainement les frais d'hôpitaux. Donc voilà, quoi. Bonne chance à elle. Elle est de la famille à Figueiredo, le combattant de l'UFC peut-être. Je sais pas. Je pense que les Figueiredo, tu sais, c'est un peu comme les Dupont, ok. je pense, quoi, tu vois. ok. Et prochain combat qui vient d'être annoncé, Mustafa Aida vs Moumed Emsat, si je prononce bien son nom. Pareil, team de la bonne école Montpellier pour Moumed. Et Mustafa Aida, team AFC, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Pour le coup, j'espère que ce soir-là, la bonne école sera la mauvaise école et qu'ils vont rentrer chez eux avec une défaite. Pourtant, en plus, je les aime beaucoup, ces gars-là. Vraiment, j'aime beaucoup le coach là-bas. Je travaille avec certains combattants de sa team, notamment Adem Afroun. Et voilà, très, très bonne team. On les connaît. C'est une équipe qui a un sol extraordinaire. Donc, je pense ne pas me tromper en disant que Emsat, il va falloir l'attendre au sol. C'est très certainement là où il va vouloir aller. Et voilà, c'est une belle opposition de style. C'est un grappleur contre un boxeur. Donc voilà. Très beau combat, en tout cas, sur le papier. Ouais. Ça va être un beau combat. On a aussi Jimmy Vienno, vu qu'on était dans la série des transitions, combattant qui vient du UFC aussi, comme Anissa Meksen, qui fait sa transition en MMA. Bon, lui, il a déjà un combat. Donc, qui va affronter Expedito Valin. Je ne connais pas du tout son adversaire, mais en tout cas, je connais Jimmy Vienno. Enfin, c'est un nom qui est connu en France. Pareil, ça va être un beau combat. On peut s'attendre à un beau striking, hein, je pense, sans me tromper. Ouais, effectivement, j'espère qu'il ne nous en voudra pas. Je suis en train de regarder en même temps sur Instagram si je trouve des informations sur Valin Expedito, parce que je vois qu'il représente la France. Donc, ça doit être un Français, je le pense. Tac. En tout cas, moi, j'ai pas d'informations sur lui. Je lui souhaite d'avoir un bon striking bien efficace et bien solide, parce que Vienno, pareil, ça cogne. Et je sais de sources sûres qu'il s'entraîne extrêmement sérieusement en MMA. Donc, d'après les informations que j'ai pu recueillir, il se peut qu'on le voit en lutte et au sol sans aucun problème, Jimmy Vienno. Apparemment, il est plus que prêt pour aller dans toutes les phases du MMA. C'est beau quand même, tous ces combattants français qui viennent du pied-point, qui sont en train de faire des transitions. Je pense aussi à Sami Sana qui avait fait parler de lui aussi. Toi, tu penses vraiment que c'est quoi? C'est parce qu'aujourd'hui, le MMA, il prend clairement l'emphase sur le Muay Thai, ou c'est aussi l'aspect financier? Ta question est top, Kevin. En fait, comme tu dis, oui, c'est bien, c'est génial de les voir arriver vers le MMA, mais ça montre aussi malheureusement qu'on est en train d'assister à une mort lente du Muay Thai, avec de moins en moins d'organisations, avec des payes qui n'augmentent pas malheureusement. Et clairement, aujourd'hui, la lumière est sur le MMA. Donc, on peut voir les stars d'antan et les anciennes légendes du Muay Thai venir petit à petit dans le MMA, parce qu'aujourd'hui, c'est le futur. Clairement, si tu es combattant, que tu souhaites réussir, avoir de la lumière et surtout financer ta carrière, voilà, c'est le MMA. Aujourd'hui, c'est ici que ça se passe, c'est chez nous. Et voilà, on peut le voir aujourd'hui, tous les gros noms du pied-point débarquent en MMA, et il y a une raison à ça, tu vois. On la connaît. Ah ouais, tel que Israël Adesanya, Alex Pereira, là on a Cédric Doumbé. C'est impressionnant toutes ces transitions qu'on a, et ça fait du bien au MMA. Hein. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu penses quand même qu'ils ont un avantage, Guillaume? Est-ce que tu penses qu'ils ont un avantage quand même, le fait d'avoir ce bagage en pied-point, contrairement à des personnes qui s'entraînent de suite au MMA? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, ils ont un grand avantage en termes de gestion du stress et d'expérience, parce que clairement, ce sont des gens qui, lorsqu'ils rentrent dans la cage, n'ont plus beaucoup d'émotions. Tu vois, je pense qu'Anissa Meksen aura peut-être un petit stress parce que ce sera son premier combat. Donc, tu vois, une nouvelle atmosphère, tu vois, une nouvelle surface de combat, etc. Mais quand tu vois un gars comme Cédric Doumbé,
tu te dis que clairement, c'est un gros plus parce qu'aujourd'hui, le gars, il rentre sans pression dans la cage, totalement relâché, détendu. Alors, c'est un plus à condition que les coachs sachent réadapter pour le MMA. Parce que, attention, la posture, la gestion de la distance, tout est différent dans le MMA. Donc, si tu as un coach qui est capable de réadapter, dans ce cas, il n'y a aucun problème. Mais à contrario, on a pu voir malheureusement beaucoup de grands noms du MMA qui n'ont pas du pied-point, pardon, qui n'ont pas réussi à performer dans le MMA. Donc il y a une petite réadaptation à faire et tout le monde ne sait pas le faire. Donc petit point de réserve là-dessus, j'ai envie de te dire. Ok, merci Guillaume pour ces précisions. On a aussi donc Azilder Badouev qui va combattre sur ces cartes. Alors je connais pas son adversaire, David Kroll. Tu ne connais pas David Kroll, il nous a fait des guerres sans nom, notamment contre Aliou Naï. Il a gagné contre Aslim Mohamedi sur son dernier combat. Je pense que Tona Kroll, ça doit être la tête la plus dure du circuit français en MMA. Ok. C'est un mec, tu ne peux pas l'éteindre. Tu tapes dedans, c'est comme un sac de frappe. En fait, tu tapes et ça bouge pas. En fait, ça reste là. Ça se déconcentre pas. Ça reste voilà, game plan, stratégie, tout est en place. Il n'y a pas de changement en cours de combat. C'est du solide. C'est un gars, Tona Kroll, son record ne révèle pas du tout son niveau. Il est vraiment très, très bon. En plus de ça, il a un côté très martial, ce petit. Je le connais un petit peu. J'ai partagé un petit peu de temps avec lui. La dernière fois, au dernier Ares, on avait mangé ensemble, etc. Il est vraiment intéressant à écouter. Tu vois, il a une psychologie du sport qui est vachement intéressante. Donc, ça va être un très gros combat parce qu'en fait, d'un côté, on a Assilder qui est ultra agressif et qui tape comme si sa vie en dépendait. Et de l'autre côté, on a Tona Kroll qui, lui, n'a peur de rien, qui baisse pas la garde, qui encaisse les coups. Donc, je pense qu'on va avoir une grosse guerre et un gros fight of the night. Ouais. Et Azilder, là, qui est sur une grosse série de victoires. Hein. En cas de victoire, encore, ça serait 7e victoire d'affilée, quoi. Waouh, c'est impressionnant. Tout à fait. C'est impressionnant. Potentiellement, il serait légitime à demander la ceinture d'Ares en cas de victoire, hein, je pense. Hein. Il serait à 8-1. Il serait, comme tu l'as dit, sur 7 victoires consécutives. Pour moi, il est totalement légitime. Donc attention, pas de plan sur la comète. Déjà, il faut passer Tona Kroll, comme je l'ai expliqué, qui est extrêmement solide. Mais voilà, on espère un gros succès et pourquoi pas décrocher, avoir une chance pour le titre sur le combat d'après, quoi. Ouais. Et on a le retour de Asia Miri aussi, combat qui vient d'être annoncé contre Johanna Chevrolet. Je ne connais pas Johanna. Il me semble qu'elle est à 0-0, donc elle débute aussi. Asia Miri, une victoire, une défaite. Voilà, première victoire, elle a fait bonne impression. Elle avait fait parler son bagage en Muay Thai. Et deuxième défaite, on a pu voir un déficit de puissance face à la redoutable italienne, notamment sur le sol. Donc, je pense que Asia a dû faire les ajustements. Et puis, je pense qu'elle devrait s'imposer. Voilà, je lui souhaite la victoire, en tout cas, pour ce combat. Voilà. Combat qui ouvre. Non, il y a un combat encore avant. Il y a aussi Aboukanov Azamat contre Sergio Vega, un espagnol, français-espagnol. Pareil. Beaucoup de petits Sherlock sur ce carte, hein, j'ai remarqué. Tout à fait. Si ma mémoire est bonne, je crois que ce nom, je l'ai entendu sur une vidéo de Denis d'eSport Content, je crois. Denis qui travaillait anciennement pour la chaîne Fight Nation. Je crois qu'Aboukanov Azamat est un jeune grappleur de 18 ans qui fait ses débuts en pro en MMA. Si ma mémoire est bonne, je crois qu'on parle de lui. Hein. D'accord. Ah ouais, je crois que si c'est lui, je crois que j'en ai entendu parler aussi. Ouais. Donc d'entrée, ça va. Non, franchement, c'est une belle carte. Hein. À S15, le poster est sympa. Autant pour moi. Alors là, pour le coup, là, ok. Je crois que là, tout le monde va se moquer. Je viens de voir que c'était un combat qui était en 265 pounds. C'est en poids lourd, tu vois. Donc, non, c'est quelqu'un d'autre. Je ne sais pas du tout qui est Aboukanov Azamat. Autant pour moi, désolé les gars,
Je ne sais pas, je ne connais pas. Donc, on ne demande qu'à être surpris. Donc, voilà. Et d'ailleurs, j'ai sauté un combat. Tu fais bien de me faire penser quand tu parles des poids lourds. Il y a Benjamin Seitch qui revient affronter. Alors, par contre, je ne le connais pas. Alexander Soldakin. Je dois connaître, toi. C'est des noms qui me parlent. Non, je ne vais pas te mentir, je ne connais pas. Ok, bon combat, Je peux juste te de poids dire que lourd étranger. je connais Benjamin Seitch. C'est un peu Bien sûr. aujourd'hui la terreur des combattants français parce que il nous a battu tous nos poids lourds français. Donc, j'aurais bien voulu voir un poids lourd français lui renvoyer l'ascenseur. Ça m'aurait bien fait plaisir. Là, pour le coup, il semblerait que ce soit un Allemand qui va faire le déplacement. Donc, je souhaite beaucoup de chance à l'Allemand et qu'il lui fasse très très mal et qu'il puisse nous venger notre cher Marseillais Bader Medkouri. Ouais. Faudrait avoir des nouvelles un peu d'air. En ce moment, je vois pas de quoi que son management va s'occuper de très vite nous le refaire venir sur une carte d'Ares. Oui, on va parler de Hexagone aussi, Guillaume. Bien sûr. Hexagone Bien sûr. MMA. D'ailleurs, faudrait qu'on revienne sur le KO qu'a pris Jorik. Ah pour le ouais, coup. effectivement, une défaite de Jorik à Octagone. Ouais, terrible KO. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Jorik, il dominait le combat. Peut-être un petit excès de confiance, tu vois, qui a fait que il est resté à mi-distance. Malheureusement, il se fait toucher sur ce qu'on appelle la droite du désespoir. Tu sais, ça ressemble un peu à ça quand le mec il jette ses dernières forces dans une frappe. Mais celle-ci, elle peut être parfois fatale. Il faut y faire très attention. Il ne faut pas oublier qu'en face de toi, tu as toujours quelqu'un qui peut te toucher et qui peut te faire mal. Voilà, c'est triste et c'est dommage, mais j'espère que ce sera une défaite. C'est vraiment une phrase à la con que je vais sortir, mais finalement, j'espère que ce sera une défaite qui sera riche d'enseignements pour Jorik et qui puisse ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est un peu à l'image de ce qu'avait fait Mathieu Leto Duclos au Bellator. Et pour le coup, Mathieu a extrêmement bien rebondi de ça. Donc, on souhaite la même chose à Jorik, quoi. Voilà. Complètement, ouais. Complètement. Et on va passer donc à Hexagone MMA. Si tu as la carte sous les yeux, Guillaume, je veux bien. Ouais, je suis en train de regarder. Donc, j'ai vu qu'il y avait 2 événements Hexagone au mois de juin. Donc, il y a un événement qui sera le 3 juin le 9 et à le 10. Béziers. Voilà, avec des gars que je connais. Quentin Arola va affronter Parwev Zarabzeh. Voilà, donc ça, ce sera un combat de spécialistes au sol. Donc, ça va être très intéressant. Derrière, on a Laïd Zerouni, encore une fois de la bonne école. Donc, pas étonnant de retrouver les gars de la bonne école à Béziers, donc le sud, normal. Derrière, on a le retour d'Anthony Rea, voilà, qui prend un Égyptien en record négatif. Il y a un petit combat chez les féminines qui est vraiment sympa. Ouais, Carla Benitez contre Yellow Page. J'aime bien Yellow Page. C'est une très très bonne combattante, vachement complète. C'est bien qu'on puisse la revoir après son dernier combat et sa défaite. Derrière, on a Mehdi Ben Lagdar qui nous prend un Brésilien. Je suis désolé de dire ça, mais bon, je vais retenir un peu mes propos. J'ai failli dire, comment dirais-je, un peu éclaté au sol. Non, pour le coup, le Brésilien là qui fait le déplacement pour affronter Mehdi, ça semble très léger. Victoire contre 0-0, 2-1, 0-0, 1-3, défaite contre 1-2, et puis derrière, victoire contre 0-2, 0-2. En fait, c'est un mec qui a jamais affronté personne. Et encore pire de ça, il a perdu contre un gars en négatif. Donc là, je crois que ça semble clairement. Tiens, retiens bien ce que je te dis. Clairement, ça sent bon le KO première reprise. Ah ouais, puis en plus, Mehdi, il a le power dans les points. Mehdi, Voilà, il vient du c'est Cage une boxe Warrior. exceptionnelle. Et c'est pour ça qu'en face de Mehdi, moi, j'aimerais bien voir quelqu'un quand même d'un peu plus capé que ça. Tu vois, ça me paraît quand même très léger pour affronter Mehdi. Et si, regarde, là, je te prédis une victoire par KO dans la première reprise. Et si ça devait s'avérer vrai, ça montre bien que je pourrais faire un excellent matchmaker quand même. Parce que là, je te dis, c'est un combat déséquilibré. Non, très sincèrement, c'est un combat déséquilibré là. Ouais, clairement. Ah, c'est bien, faut le dire de toute façon. D'expérience. Mehdi, c'est un mec d'expérience, c'est un mec qui a affronté. Regarde son dernier combat, Mehdi, il a pris un mec qui avait 10 combats.
Donc, il y avait 5 combats de plus que lui. Le combat d'avant, il bat un mec qui était à 6-1, 5-2, tu vois. Tu vois, c'est un mec qui a pris des vrais gars, tu vois. Sauf que là, son adversaire, pour le coup, il s'est vraiment fabriqué un faux record. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. On pourrait être surpris, mais moi, je te prédis une victoire facile et rapide, d'autant plus que j'adore le style de Mehdi. Donc, il devrait nous faire ça vite et bien, quoi. Et le main event aussi, du coup, Dean Garnett. Est-ce que ça, c'est digne d'un main event face à Lucas Orbaz? Bon, c'est anglais et argentin, c'est ça? Donc, du coup, Ouais. Alors ça, c'est digne d'un je les main connais event. pas. C'est clairement Ouais, digne d'un main event sans aucun problème, mais pas en France. ok. Pas en France, les gars, Ben c'est ouais, sans c'est ça que j'allais te aucun dire. intérêt. Dean Garnett, il est super fort. C'est un tueur à gages, hein. C'est trop, trop fort. Dean Garnett, c'est trop fort. D'ailleurs, je n'avais pas compris son dernier combat. Son dernier combat, je me rappelle, il a été matché face à Miguel Haro, qui n'est pas un mauvais combattant, mais pour le coup, c'est quand même une classe différente que celle de Dean Garnett, tu vois. Donc, pour le coup, je crois que ça a été une victoire extrêmement rapide. Il me semble que ça a duré moins de 30 secondes. Et là, il est matché en face d'un Argentin. Alors, pareil, encore une fois, écoute bien ce que je vais te dire. Cet Argentin, il nous fait des victoires à la décision contre des gars à 0-1, alors qu'il est à 9-0. Tu vois, donc clairement, ça sent encore le record un peu fake. Il nous fait des décisions contre des mecs à 4-8. Il nous fait des split decisions contre des mecs à 1-3. Donc, ça sent encore clairement le combat déséquilibré et la victoire facile et rapide de Dean Garnett. Alors, si là j'ai raison sur le main event et le co-main event, Ouais, pose-toi des questions. Peut-être, si j'arrive à ok. lire aussi bien les fight cards, c'est peut-être que parfois les combats sont malheureusement pas équilibrés. Et là, ça semble clairement être un combat extrêmement déséquilibré. Ok. On va passer à la prochaine organisation. On va parler de Kingdom, une Yes. nouvelle organisation qui arrive sur le sol français, qui nous vient de Grenoble, si je ne dis pas de bêtises. Elle va se Absolument. présenter le 10 juin à la patinoire Pôle Sud. Donc, c'est à Grenoble. Donc, une organisation qui affiche déjà ses ambitions avec un très beau main event. Est-ce que Tout à tu peux fait. nous parler un peu de cette organisation? Il me semble que tu travailles avec eux, Ouais. Alors, que tu t'occupes Kingdom, aussi effectivement. de. Ouais, excuse-moi. Donc, Kingdom, Vas-y, effectivement, vas-y, vas-y. sera le 10 juin à Grenoble. Kingdom a été créé et fondé par Asdin Miaoui, qui est donc évidemment le patron de la team Miaoui de Grenoble, qui était il y a encore pas si longtemps le coach de Hugo Guillon, qui l'a accompagné sur Arès. Donc, c'est une team qui, à la base, est une team de pied-point. Euh, comment dirais-je, qui s'est redirigée vers le MMA. Ils ont des projets extrêmement solides et complets sur ce qu'ils souhaitent faire dans l'événementiel avec le MMA. Euh, j'ai eu la chance d'être appelé par Asdin qui m'a proposé, qui m'a demandé si je souhaitais travailler avec eux et faire la fight card de Kingdom. Comme tu sais, c'est toujours un peu compliqué de travailler au début avec quelqu'un. Tu sais, ça demande du temps, le temps de se faire confiance, etc. Donc, on a beaucoup parlé avant de se mettre d'accord sur le fait de bosser ensemble. Et voilà, ça y est, l'aventure a commencé, l'aventure a bien commencé, avec un budget qui n'est pas forcément conséquent, mais qui est correct. Bah, tu vois, on a réussi à faire une fight card de feu, avec notamment la présence de Bigfoot Silva. Et malgré qu'ils sortent de plusieurs défaites, malgré que voilà, c'est plus le Bigfoot de l'époque, hein, il faut quand même l'avouer. Bah, tu vois, ça reste malgré tout une légende. C'est comme si on avait Fedor Emelianenko qui venait combattre en France. Tu vois, c'est pareil, c'est le feu, quoi. Donc pour le coup, on a Bigfoot qui va venir combattre sur cet événement. D'ailleurs, Bigfoot qui a battu Fedor. Et là, pour le coup, il sera opposé à Salim El Wassaidi, un Roubaisien de la Team AFC. D'ailleurs, 50% aujourd'hui des combattants qui performent en France sont de la Team AFC. Tu vois, c'est incroyable. Ils ont une team de feu là-bas. Donc voilà, en main event, on aura un combattant local qui s'appelle, et évidemment tout le monde le connaît, Malik Merad, qui nous fait son grand retour, qui affrontera un combattant turc. Donc pour le coup, un très bon combat, très très bon combat.
Et voilà, la suite de la carte, on l'a fait avec des combattants locaux. On aura Mohamed Öztürk Fatih de Lyon qui va combattre sur la carte. On aura Mazri Amar, et ça, je suis extrêmement fier d'avoir, alors je dirais pas convaincu, mais d'avoir discuté avec Yanis Shurfa, le coach de Mazri. Je pense que tu te rappelles, Mazri, c'est celui qui avait gagné les championnats d'Europe IMAF il y a quelques mois. Donc pour le coup, c'est du très solide. C'est un gros prospect, un gros talent qui d'ailleurs était venu il y a quelques années sur le camp de la BTT. Donc tu vois, très intéressant. Donc il nous fera son début pro à Grenoble. On aura Lamine Séné qui nous vient de Lyon. On aura Jérémy Cochet qui est de la team. Je crois que c'était Ringside anciennement. Je crois que c'est une autre team maintenant. Bon, bref, c'est un Lyonnais qui est à 2-0, qui prendra un autre combattant invaincu. Donc, on aura un duel d'invaincus. On a Tamerlan Albiekov, le Stéphanois en poids lourd, qui affrontera Nikola Djordjevic. Nikola Djordjevic, c'est un Lyonnais qui a passé, je crois, près de 10 ans à Miami à s'entraîner à l'American Top Team. Donc, avec un excellent niveau, qui a combattu au Brave il y a quelques mois. Et donc, voilà, très belle carte. Hein. Sincèrement, j'en suis très content. Voilà, c'était toujours très stressant. Tu connais les débuts d'une organisation. On va voir, il faut donner de l'enthousiasme au public, il faut faire venir le public, et une fois que c'est fait, ça ne suffit pas, il faut aussi les fidéliser. Donc c'est un gros enjeu, mais on est tous très motivés et voilà, on a tous fait du très bon travail. Donc voilà, résultat le 10 juin à la patinoire Pôle Sud de Grenoble, et on vous y attend très nombreux. Ouais, ben d'y être. Est-ce qu'on a encore un tarif sur les places ou pas du tout? Je vais mettre, tiens, si tu le souhaites, regarde ce qu'on va faire. On va mettre le lien de la billetterie en bio de la vidéo. Ouais, ok, ça sera en description. Donc ok, nickel. Et d'ailleurs aussi, je mettrai les réseaux de l'organisation qui viennent d'être créés, il me semble aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les follow, à leur donner de la force. Super. Voilà, Bigfoot Silva, franchement, si vous n'êtes pas loin, ça vaut le coup. Franchement, moi, personnellement, je vais faire le déplacement. Voilà, pour aller voir ce combat. Et puis là aussi, c'est face à un prospect. Hein, on peut dire clairement, ça va être ça risque d'envoyer dans le premier round. Donc voilà. En tant que fan de MMA, qu'est-ce que tu en penses, toi? Le fait d'avoir Bigfoot en France, c'est exceptionnel, c'est génial. Non, c'est exceptionnel. Non, vraiment, c'est comme tu l'as dit, c'est comme si on avait fait d'or. Je pense que Bigfoot, si vous vous renseignez, vous voyez les noms qu'il a affrontés. C'est un combattant qui allait à l'UFC. Enfin, voilà, c'est clair, il est plus dans son prime, mais ça vaut le coup d'aller le voir. Voilà, on pourra dire au moins vous l'avez vu combattre, ça vaut le coup. Il faut pas louper ça, quoi. J'ai une remarque facile. De toute façon, tu sais, s'il était toujours dans son prime, il serait toujours à l'UFC de toute façon. Il ne serait pas en France oui, au Kingdom. Donc, non, mais parce que tu sais, c'est une remarque qui peut s'entendre et je pense qu'on va l'entendre. Peut-être que d'autres médias vont critiquer le fait qu'il soit sur la carte. Je ne sais pas, tu vois. Pour l'instant, j'ai vu aucune critique négative, mais il se peut, tu vois. Après, voilà, on se doit aussi de faire rêver les fans de MMA. Tu vois, il y a beaucoup de fans de MMA qui ont une trentaine d'années, qui ont commencé à s'intéresser au MMA il y a 10 ans et qui, par conséquent, sont des grands fans de ce genre de combattants. Et le fait de pouvoir le rencontrer en réel, tu vois, c'est un truc de fou. On est sur un projet en plus de conférence de presse avec pourquoi pas une séance de dédicace à la fin de la conférence, tu vois, où chacun pourra venir et échanger, faire une photo avec Bigfoot. Donc, un truc très sympa. Donc voilà, on en est très fiers et voilà. Super. En tout cas, vous avez le lien de la billetterie en description. On va passer sur une autre organisation, Guillaume, l'Europe Beatdown. J'aimerais que tu nous parles de cette organisation. Tu peux nous parler un peu de cette organisation, d'où elle vient et un peu l'historique pour les personnes qui ne la connaissent pas avant de nous parler de l'événement qui va se dérouler le 26 mai. Alors, tu vois, je me rappelle d'un combattant que j'avais placé sur la carte de l'European Beatdown, le premier événement. Donc, du coup, juste, je regarde en vitesse pour te dire quand est-ce que vas-y. A été il me semble qu'on a Mustafa Aida qui est passé là-bas. Il me semble qu'il y a eu Gaetano Pirello. Enfin, c'est une organisation qui n'a pas fait trop parler d'elle, mais il y a eu des grands noms qui sont passés là-bas. En fait, l'European Beatdown, du coup, a été créé en 2016. Ils ont fait le premier événement en 2016. À l'époque, si tu veux, ils avaient totalement le monopole
parce qu'en gros, il n'y avait que eux dans les pays francophones. C'était la plus grosse organisation dans les pays francophones, si tu es d'accord avec moi. Il n'y avait pas de concurrence à l'époque. Alors aujourd'hui, les temps ont un petit peu changé. Tu sais, il y a Ares qui a débarqué, il y a Hexagone, etc. Donc il y a beaucoup d'organisations. Mais il ne faut pas oublier l'European Beatdown qui a toujours fait de l'excellent travail, qui a eu dans son roster des combattants qui ensuite sont partis à l'UFC, notamment Fares Ziam, que j'ai fait combattre à l'European Beatdown. On a aussi Gaetano Pirello, qui a combattu à l'European Beatdown. Donc c'est une organisation qui a du flair, qui sait repérer les jeunes talents et les faire combattre et les mettre en lumière. Et voilà, c'est toujours une organisation que j'ai particulièrement appréciée. Pour le coup, je suis très ami avec les patrons de cette orga, alias Mike Viatko et Sébastien Laurent, des gens très sérieux avec qui j'ai pris toujours beaucoup de plaisir à travailler. Donc voilà, moi tu me connais, dès lors que je prends du plaisir à bosser avec quelqu'un, je le mets en valeur et je l'aide du mieux que je peux. Donc voilà, c'est une amitié, une collaboration qui dure depuis plusieurs années maintenant et je leur souhaite tout le bonheur du monde parce qu'ils font les choses bien et voilà, il faut mettre ça en valeur et en parler. Donc c'est bien que tu le fasses. J'espère ne pas les spoiler, mais je peux déjà vous annoncer que sur la carte, on pourra retrouver Rouskov. Rouskov sera sur la carte. On aura Maher Belkadir et Brandon Brachet, que tu connais du coup, Brandon, sur la carte. Et voilà, on aura beaucoup d'autres combattants, mais je ne peux pas malheureusement révéler la fight card, même si je l'ai déjà sous les yeux. Mais je peux vous dire que c'est un événement qui va valoir le coup. Donc voilà, on y retrouve très régulièrement des combattants français, notamment du Nord. Comme tu l'as dit, avant d'être à l'ARES, Mustapha Haïda était à l'European Beatdown. Il en était d'ailleurs le champion chez les bantamweight. Ouais. Donc voilà, très bel orga qui révèle les prospects français. Donc il faut donner de la force. Et voilà. Super. Donc les gars, voilà, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller vous rendre là-bas, ça vaut le coup. On va passer à la BTT News, la rubrique destinée à savoir tout sur la Bulgaria Top Team. Avant, qu'il reste quelques places pour le camp de la BTT qui se déroule au Maroc. Est-ce que c'est vrai déjà? Est-ce qu'il reste encore des places ou pas? Parce Alors, que je dis regarde. ça, mais il n'y en a plus. Ah, mais Ça a regarde, le été quand camp même de la BTT, un franc succès. Ouais. c'est incroyable. Sincèrement, Kevin, c'est incroyable. Pour moi, c'était un pari très risqué, le fait de se délocaliser. Ça a toujours Ok. très bien fonctionné en Bulgarie. Et on a tenté le coup pour le Maroc cette année en se disant qu'on prenait beaucoup de risques. Et finalement, c'est un succès incroyable. On s'était fixé 20 amateurs. On trouvait que c'était un bon chiffre parce que tu sais, on a le fameux TOF. Du coup, c'est l'opposition entre les deux teams pour, à la clé de ça, signer le meilleur d'entre eux, des amateurs du stage. Et on pensait que 20 stagiaires, pour le coup, c'était parfait. Sauf que les 20 stagiaires, on les a eus en l'espace d'une semaine, je crois. Donc, du coup, on a décidé de repousser à 30. Et je crois que ce matin, j'ai eu le 28e. Donc, il n'y a plus que 2 places. Et pour t'expliquer à quel point c'est une dinguerie, tu sais, même moi, parfois, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment réel, quoi? On a 28 inscrits et l'événement est dans 4 mois et demi. J'imagine le succès du projet, c'est incroyable. D'année en année, on l'a grossi, on l'a perfectionné, on l'a moulé, tu vois, on l'a façonné, on a essayé de faire en sorte que ce soit de mieux en mieux, tu vois, vraiment que ça attire les gens, qu'il y ait quelque chose en plus, en fait, si tu veux. Et on a la Bien chance sûr. d'être un peu les premiers à faire ça. Tu vois, j'ai pas souvenir d'autres teams qui aient pu faire ça. Et voilà, ça marche bien et sincèrement, je suis vraiment ravi. Donc, Ah, donc puis c'est un voilà. projet que tu as à cœur aussi. Ça t'est cher de mettre ça en place chaque année. On voit aussi cette proximité que tu as. Voilà, vous avez l'opportunité, j'ai envie de dire, des combattants qui sont passés par ce parcours-là, notamment aussi des combattants qui aujourd'hui sont professionnels. Donc voilà, et aussi de t'approcher, toi. Il y avait Daniel Warin, enfin voilà, il y avait des grands noms quand même. Donc même si derrière, il n'y a peut-être pas pour tout le monde, pour ces 28 amateurs, le contrat professionnel au bout, il y a quand même une expérience à prendre, c'est ça aussi. Il y a aussi, voilà, et ça, je pense qu'au-delà aussi, il faut le mettre en avant. Et puis, il y a de nombreux médias qui font le déplacement, qui filment ça. Donc, vous avez aussi une exposition
Enfin, c'est une expérience à prendre et à mettre sur son CV de combattant. Donc voilà, j'invite vraiment tous les combattants amateurs à vous déplacer, à aller là-bas. En plus, le Maroc, c'est sympa. Donc voilà, Guillaume, il a tout préparé pour que vous soyez bien. Donc vraiment, c'est en partenariat avec le Gym Factory, c'est Tout ça? à fait. Le Gym Factory de Casablanca, Ouais. tout à fait. Voilà, donc aussi grosse team là-bas pour pouvoir accueillir, mettre en place ce training camp. Donc voilà, c'est quelque chose qui est bien encadré, qui est bien moulé, comme tu dis. Rien n'est laissé au hasard. Et ça promet. Et hâte de voir les rendus et les images déjà. Voilà. Pas grand-chose à rajouter. Tu as tout dit. Tu as une Ouais. remarque qui Non, mais était c'est très bien, Guillaume. intéressante dans ce que tu Moi, as je dit. tenais. Oui. Ouais, excuse-moi, c'est qu'en fait, Vas-y, tu sais, vas-y. tu as peut-être des gars qui vont se révéler dans le camp, comme quoi c'est clairement la vie qu'ils veulent, qu'ils veulent, en fait, tu vois, c'est ce qu'ils veulent faire de leur avenir. Ou peut-être dans le cas inverse, tu as des gars qui vont se dire, bah non, en fait, c'est pas pour moi, tu vois. Mais en tout cas, peu importe, il y a un côté évidemment compétition là-dedans, mais à la base, chacun doit venir en fait pour en apprendre plus sur lui-même, en fait. Est-ce qu'il est fait pour ça? En fait, clairement, pendant une semaine, il va vivre la vie d'un combattant professionnel de MMA, tu vois. Et c'est ça le but et c'est ça qui est très intéressant. Voilà. Et moi, je tenais aussi à rajouter quelque chose. Pour moi, tu fais partie des premiers qui, justement, ont mis la lumière sur les amateurs, notamment à travers ces camps. Aujourd'hui, on peut le voir avec la Sueur qui met en place son organisation en France et qui a pour but, clairement, de récupérer beaucoup d'amateurs. Enfin, voilà, toi, tu avais déjà vu ça en amont. Donc, voilà, j'ai envie de dire, faut rendre à César ce qui est à César. C'est gentil. Et voilà. Merci beaucoup. Ça me touche Du coup, beaucoup. aujourd'hui, non, mais c'est important de le dire. Je pense que voilà, tu avais mis la lumière sur ce parcours-là et voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, je peux en parler? Est-ce que le fait d'avoir cette organisation qui s'est créée, et qui a pour but de prendre les amateurs sur le sol français et les amener directement à Arès, ça peut être quelque chose qui peut te faire du tort ou pas du tout? Explique-nous. Non, non, non. Pas du tout, pas du tout. Tu sais, nous, en fait, on n'offre pas aux vainqueurs ou aux meilleurs du camp un contrat dans une organisation. On offre beaucoup mieux. On offre un contrat avec une des top agences en Europe et peut-être même dans le monde en ce qui concerne le management. Donc, c'est quelque chose de totalement différent, en fait, si tu veux. Et nous, après, nous sommes à même de négocier pour ce combattant des contrats dans n'importe quelle organisation de MMA professionnelle. Donc pour le coup, non, non, on fait deux choses qui sont totalement différentes. Donc non, non, ça ne peut pas faire de tort. Bien au contraire, j'ai envie de te dire, chacun fait sa partie. Nous, on est clairement maintenant très organisé sur la nôtre. Donc non, non, c'est pas, enfin nous, on voit pas ça comme une concurrence. Il n'y a aucun problème de ce côté-là, quoi. En revanche, Mais oui, il y a vas-y, deux vas-y. choses. Il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il me reste plus que 4%. Donc il faut qu'on aille vite. Et la Ok. deuxième, et il faut que j'en parle, c'est incroyable, tu sais, Kevin, ce qui est en train de se passer. Je suis en train de discuter avec énormément de médias, tous les médias français, évidemment, hormis la Sueur. Ils m'ont tous contacté pour venir sur le camp de la BTT. Donc, c'est une dinguerie absolue. Sincèrement, c'est n'importe quoi. Je te dis, c'est n'importe quoi parce qu'il va falloir sélectionner un média. Je ne veux pas qu'ils viennent tous. Mais attention, écoute bien ce que je vais te dire. J'ai été contacté par une chaîne de télé française, comment on appelle ça, c'est une chaîne disponible en fait, tu vois, c'est pas une chaîne payante ou Ouais, quoi que bien ce soit, sûr. tu vois, une grande chaîne de Ok, télé ok. française qui souhaite que l'on discute du camp de 2024. Parce que là, celui de 2023 est beaucoup trop proche pour en acheter les droits et pour diffuser ça à la télé. C'est n'importe quoi, c'est une dinguerie ce qui est en train d'arriver, c'est Ah exceptionnel. ouais. Sincèrement, ouais, c'est exceptionnel, exceptionnel. Ok, super bonne nouvelle. Ouais, Très ça peut bonne être nouvelle. terrible. Ok, Voilà. bon, très bonne nouvelle. Ok, clairement, ouais, c'est clair. Guillaume, écoute, vite fait, est-ce que tu peux nous parler de la rubrique de la BTT News avant que le pourcentage ne s'arrête? T'as le son qui a coupé, Guillaume. Temps pour moi. Je suis là, me Ouais, c'est bon. revoici. Ah, il me Ouais, reste plus que 1%. Attends, bouge pas, bouge pas. On va faire mieux, on va économiser du temps. Bouge pas, ça arrive de suite. attends. Une chaîne donc t'a contacté pour venir lancer
pour venir tourner le camp cette année. Donc, ouais, justement, j'allais te demander, est-ce que tu as prévu des médias, comment ça se passe un peu médiatiquement, parce qu'on sait que tu mets toute une organisation pour structurer ce training camp, mais aussi sur l'aspect médiatique, parce qu'on sait très bien que les médias, c'est très important pour les combattants. Explique-nous un peu comment ça va se dérouler cette année et comment tu procèdes aussi depuis toutes ces années, en fait. Parce qu'il y a aussi il y a un historique aussi. Je t'ai posé plein de questions, mais l'historique est aussi intéressant que tous les combattants et tous les teufs. Est-ce que je vais juste me permettre de dire aussi autre chose, d'avoir utilisé cette méthode en fait américaine du TUF, je trouve ça vraiment très intelligent. Et là, on peut le voir que justement, je parlais de l'organisation, eux ont utilisé un peu le système des Dana White Contender Series aussi. Tu vois. Alors on peut un peu comparer. Déjà, il faut excuser nos millions d'auditeurs sur le problème technique que je viens d'avoir. Donc, ça y est, me revoilà. Cette fois-ci avec l'ordinateur parce que le téléphone n'a pas supporté les longues minutes de discussion, donc me revoici. Donc effectivement, ouais, pour le camp de cette année, c'est un grand succès. Et donc aujourd'hui, il est vrai, nous sommes en négociation avec une chaîne de télé pour le camp de 2024. On a une chaîne de télé qui souhaite nous suivre, qui souhaite nous financer, qui souhaite développer ce projet parce qu'ils ont trouvé ça extrêmement intéressant et pour le coup, je les rejoins parce que c'est un projet, c'est aussi une expérience sociale dans laquelle chacun d'entre nous peut s'identifier, chaque fan de MMA peut s'identifier, chaque fan peut vivre la vie d'un combattant professionnel pendant une semaine et en comprendre les sacrifices, en comprendre la difficulté, etc. Donc, sincèrement, je trouve que c'est un projet qui a de l'avenir, qui va fonctionner. On fait en sorte de s'améliorer d'année en année, mais je crois qu'on est déjà plutôt pas mal. Et voilà, ça fait plaisir de voir que les médias aujourd'hui sont unanimes. Tout le monde souhaite venir sur le camp. Tu sais, c'est quand même incroyable quand un média te propose de venir sur le camp pour couvrir l'événement à ses frais, etc. Enfin, tu vois, c'est là que tu comprends qu'il y a quand même quelque chose d'assez incroyable à faire pour les médias, quoi. Sinon, les mecs ne viendraient pas et ne paieraient pas eux-mêmes, tu sais, tous leurs frais, leurs déplacements et compagnie pour venir jusqu'ici. Donc, non, c'est cool, c'est cool. Sincèrement, je suis très content. Tu peux le sentir. Je suis même assez Bien sûr. touché et en vrai, je sais même pas quoi dire de plus. Ça fonctionne bien. J'en suis ravi. Et voilà, il faut que ça dure. Il faut qu'on bosse et on travaille avec les bonnes personnes. On a encore Daniel Warin. D'ailleurs, je peux en donner l'exclusivité, qui sera un des coachs encore de cette saison sur le TOF, parce que c'est quelqu'un avec qui je prends beaucoup de plaisir à travailler. Donc, du coup, quand on aime, on ne compte pas. Et Daniel Warin sera encore là cette année en tant que coach, quoi. Voilà. Non, mais c'est super, hein, autant pour les combattants amateurs, mais j'allais dire aussi pour les médias, parce que là, pour le coup, vous avez des entraîneurs, vous avez du contenu que vous pouvez filmer pour l'ensemble du training camp. Vous avez aussi, toi, Guillaume, le manager. Enfin, voilà, il y a les combattants. Enfin, il y a, en tant que média, c'est riche aussi en contenu, tu vois, d'où l'importance de se déplacer lors de ce training camp. Voilà, Guillaume. Un petit mot sur la BTT News, la rubrique que les millions de téléspectateurs attendent. Qu'est-ce qui va se passer au mois de mai pour la BTT? Et il y a aussi le Bellator aussi. On n'a pas parlé du Bellator. Enfin, là, il y avait beaucoup de choses à parler. D'ailleurs, j'ai interviewé un des combattants, Romain Desbiennes, qui combat là-bas. Gros combat, ça va être un gros combat sur la carte donc de Mansour Barnaoui. Tout à fait. Pour te résumer un petit peu, donc pour la BTT News, donc on a déjà 3 combattants de la BTT qui vont faire le déplacement en Bulgarie ce samedi de cette semaine. Il y a un événement belge qui vient ici en Bulgarie, qui organise un bel événement. L'événement est déjà plein, il ne reste plus une place, etc. C'est là où tu comprends qu'il y a un vrai engouement en Bulgarie et qu'en Bulgarie, ça fait déjà des dizaines d'années qu'on voit du MMA, tu vois, ça fait très longtemps, le public est habitué et est demandeur, tu vois. Donc, on a un jeune Bulgare de chez moi, donc Nicolas Didov, et en plus de ça, on a Noah Gugnon, combattant invaincu de 2-0 de la team All Dog de Strasbourg. Et on a aussi Nikita Lechoukov,
2-0 également du Ener Fight, qui a la particularité, je crois que j'en avais parlé, d'être à 2-0 et d'avoir 2 KO dans la première reprise, 2 fois par spinning back kick. Incroyable, coup de pied retourné. Incroyable. Donc voilà, ensuite le 29 avril, on aura sur la même carte du Cage Warriors Benoît Blanc et Morgan Charrière. On va enchaîner avec le Ares 15 du 11 mai avec Mustafa Aïda, Asilder Badouef et Nikola Joksovic qui va battre le Marseillais Vincent Delgara. Ensuite, le lendemain, on aura donc le Bellator avec la participation de Romain Desbiennes. Donc Romain Desbiennes, si tu veux, par la force des choses, on était obligé de travailler ensemble parce qu'il y a quelque chose, ou plutôt quelqu'un qui nous réunit, encore une fois, c'est Daniel Ourin. Voilà. Il fait partie de la team Ourin. Tout à fait. Donc du coup, ça tombait sous le sens en fait qu'on travaille ensemble tôt ou tard, tu vois. Donc j'ai grandement participé déjà à son combat en Belgique quand il a pris la ceinture de l'Atomique contre Rustam Serbiev. Tout à fait, voilà. Et pour moi, c'était un petit peu la chance que je donnais à Romain, et si ça passait, on continuait, et voilà, il a su saisir sa chance, et plutôt très bien d'ailleurs. Tu peux demander à Rustam, je pense qu'il te confirmera. Et du coup, Romain Desbiennes donc, sera sur le Bellator, et c'est une belle organisation, et Romain le mérite. Romain, en fait, depuis qu'il a commencé avec Daniel Ourin, c'est un autre combattant. C'est plus le même combattant, en fait, si tu veux. C'est un peu comme s'il avait fait un reset et qu'il avait entamé une nouvelle carrière. Aujourd'hui, c'est quelqu'un de totalement différent. Moi, je le vois se parer avec des gars comme Mathieu Leto-Duclos, je le vois se parer avec Benoît Saint-Denis. Et il est incroyable, il est incroyable. Il a un vrai grand avenir. Donc ça va être, j'ai hâte d'y être. Sincèrement, je ne sais pas si je ferai le déplacement au Bellator, je ne sais pas encore, mais en tout cas, ça va être un très bon combat. Et derrière, on a donc nos combattants qui seront sur la carte de l'European Beatdown. Et voilà, donc on a 10 combats pour le mois de mai, et on en a 16 pour le mois de juin. Mais j'imagine que d'ici là, on va se revoir et on pourra reparler à nouveau des combats qui auront lieu au mois de juin. Donc, on ne va pas révéler tout ça trop tôt. On en parlera sur le prochain JDF alors. Super, merci Guillaume. Avant de clôturer le podcast, je voudrais qu'on sélectionne quelques commentaires et des questions qui t'ont été adressées lors du précédent journal du fight. D'ailleurs, j'invite tous les gens qui ont des questions à te poser, que ce soit sur des combattants, sur les camps, sur peu importe, sur ce que vous voulez, donc en commentaire, et on y répond. Donc, j'avais une question aussi, mais ça, c'était dans un précédent GDF de Johan Rebeck. C'était à quand un retour de Benoît Saint-Denis? Donc, on y travaille. Qui revient de blessure aussi. Hein. Ok. On y travaille. Encore une fois, moi, je vais être très sincère. On ne peut pas faire revenir Benoît Saint-Denis tant qu'il n'a pas pu s'entraîner à 100%, qu'il n'a pas pu se parer à 100%, et qu'on est sûr et certain que l'opération s'est bien passée et qu'il a récupéré à 100%. Donc là, à l'heure actuelle, il est en train de revenir. D'ailleurs, il a effectué son premier entraînement avec Daniel Ourin ce lundi, donc cette semaine pour le coup. On enregistre aujourd'hui, on est mardi, je crois. Tout à fait. Il a fait son premier entraînement hier. Je dis qu'on est mardi, comme ça te met la pression pour sortir le JDF rapidement, tu vois. Et donc, pour le coup, il faut attendre, en fait, si tu veux, que Daniel me donne le feu. Tu vois, c'est lui qui donne le go. C'est lui qui me dit, Benoît est en pleine forme, il est prêt, tu peux le matcher. À ce moment-là, en fonction du temps qui nous reste jusqu'à l'UFC Paris, soit on le matchera avant, ou soit on attendra l'UFC Paris, quoi. Voilà. Ok, bon écoute Guillaume, je pense qu'on a fait le tour là, on a eu beaucoup de. Viens, on reprend 2-3 commentaires. Vas-y. Pas de commentaires. Je t'en prie, je te laisse les prendre même. Alors, je crois qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension en ce qui concerne le combat de grappling entre Amine et Damien Lapillus, il me semble, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit c'est normal qu'il n'y ait pas de combat de MMA entre Damien et Amine sur une autre organisation en raison des clauses d'exclusivité. Mais c'est pas le problème, en fait. On aurait pu faire la belle entre la belle en MMA, Damien à Arès, en fait, si tu veux. D'ailleurs, on n'en a même pas parlé de cet événement qui quand même a été un bel événement qu'ils ont organisé.
Malgré que bon, il y a eu des petits ajustements, je pense, manqués au niveau, tu sais, du speaker, tout ça. Il n'y avait pas vraiment, tu vois, sur place, l'ambiance, je crois. C'était pas, il y avait pas le Bruce Buffer, quoi, tu vois, Ouais, ouais, pour ouais. faire les appels. Mais en tout cas, l'événement lui-même était beau. Moi, j'ai découvert des combattants. Le combat de grappling, ben, il a porté ses fruits. Franchement, il a été bon entre Damien et Amine qui a tenté des belles choses. Amine, hein. Franchement, il a montré de belles choses. Bah, en fait, si tu veux, Kevin, nous, on est allé là-bas pour s'amuser. En fait, si tu veux, c'était vraiment le but, c'était de faire Ouais. plaisir aux spectateurs, tu vois, de leur faire kiffer, de nous kiffer par la même occasion. En fait, c'est clairement les mots que j'ai eus avec Amine. Je lui ai dit, franchement, amuse-toi. En plus, Amine, si tu veux, il est venu, je crois, il y a 2 ans pour faire la DCC en Bulgarie, tu vois. Donc, en Ok. fait, nous, on est coutumier du fait. Tu sais, on a participé à plusieurs compétitions de grappling. Donc, en fait, si tu veux, nous, on n'est pas là pour faire une carrière en grappling. Donc, en fait, on l'a vraiment fait dans le but de délirer, de kiffer, tu vois. Et quand tu prends du plaisir, t'en donnes en même temps. Malheureusement, on est tombé sur Damien Lapillus qui a bloqué le jeu totalement. Lui, il a joué un peu sa vie, il voulait absolument pas prendre de risques. Donc voilà, c'est dommage parce que tu sais, nous, on avait envie de s'amuser, on avait envie de faire le show, Ouais. de faire du spectacle, etc. Tu vois. Donc voilà. Encore un Il a- match nul quand même, hein. On n'arrivera pas à ouais, les déterminer. On ouais, n'arrivera ouais, jamais à savoir c'est qui le meilleur, quoi. C'est ouais, vraiment. effectivement. Tu sais, j'ai vu passer des images, ça m'a fait rire. Ils peuvent aller faire un match de foot, n'importe quoi. Il y aura toujours match nul, tu sais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et Sauf on a eu Sauf si on Axel fait un Alfandri. concours du mec le plus riche, là on est sûr que c'est Amine. Parce qu'Amine, il est plein d'oseille, les gars. Ça, sachez-le, il faut que tout le monde soit au courant. Amine, il est très fortuné. Donc si on fait un concours de fortune, là par contre, je pense que c'est Amine qui gagne, quoi. Et on a eu Axel Alfandari qui a fait parler de lui. Ça a été Ouais, le vainqueur de ce tournoi. Franchement, surpris. Ben, j'avais entendu parler de lui. Il vient d'une tu petite l'as, team. tu l'as reçu d'ailleurs. Ouais, je l'ai reçu et ben en fait c'est un combattant qui vient d'une ville où j'habitais avant, où j'ai de la famille qui habite là-bas et en fait ben, c'est une toute petite ville où le MMA ça fait pas longtemps qu'il est tu vois qu'il est en place. Ben, il me disait qu'il s'entraîne dans une salle associative. Enfin c'est incroyable ce qu'il est en train Magnifique. d'accomplir. Ouais et puis en plus j'ai aimé aussi l'esprit de ce jeune, parce qu'il est jeune encore, et très reconnaissant envers ses pairs, envers son coach, tu vois. Voilà, il a quand même décroché déjà une ceinture au 4 Warrior Academy lors d'un combat très disputé. Là, il fait le tournoi d'Arès, il le remporte. Enfin, là, il signe son contrat à Arès. Enfin, c'est magnifique ce qu'il est en train d'accomplir et je lui prédis une belle carrière dans le MMA. Voilà. Magnifique. Magnifique. Et puis après le main event, je ne vais pas en parler, le frère d'Abdoul. J'ai pas regardé le combat contre Keita, je crois. Ah, C'était tu vois, pour le coup, c'est le même cas de figure. On a le frère d'Abdoul, lui, qui est venu pour se faire plaisir, qui est Ouais. venu tenter plein de trucs. Et en face, ça a fait que de bloquer, en fait. Que de bloquer. En face, ça n'a rien tenté, ça a fui et bloqué. Et c'est dommage, en fait, si tu veux, c'est dommage. C'est vraiment dommage. En fait, on fait une compétition de grappling. Enfin, tu vois, c'est pas quelque chose qui va entacher ton record en MMA ou quoi que ce soit. Donc, voilà, fais-le dans un but d'offrir un petit peu de show au public, quoi. Sauf qu'au lieu de ça, c'était un combat très fermé, un peu à Mm. l'image de celui entre Amine et Damien. Et voilà, c'est dommage. Bah, après, voilà, chacun gère le combat à sa façon. Et voilà, pas de problème. Guillaume, est-ce que tu veux reprendre un commentaire? Attends, bouge pas, j'y retourne. J'y Vas-y, retourne non, parce vas-y. que c'est intéressant en fait d'échanger avec les gens qui nous mettent des coms. Euh, Bah après, tu as vu, oui, effectivement, il y a eu aussi débat sur. Il y a quelqu'un qui nous dit parler de privilèges, c'est abuser, Amin Ayoub, blablabla, contre Damien Lapillus, tu vois. Mais oui, on peut ne pas être d'accord sur le fait que Amin était légitime à la ceinture. Il fait un match nul. Derrière, il s'en va faire une victoire. Et il est plus légitime à la ceinture. Tu vois, Ouais, non, c'est. on peut se poser des questions. Nous, en fait, la seule chose qu'on fait, c'est se poser des questions. Alors après, il y a toujours des gens qui sont un peu dans l'extrême, mais bon, ça, faut pas y prêter attention, c'est pas très grave. Tu sais, il y a beaucoup de gens aussi qui, comment dirais-je, qui soulagent leur frustration dans les messages, tu Ouais, vois. bien sûr. Et Ils ont puis c'est peut-être eu moi une qui journée l'avais. difficile. Et C'est voilà. ouais, c'est moi qui l'avais souligné ça en fait.
Et les gens m'ont reproché, m'ont dit ouais, mais c'est normal, tu fais le podcast avec Guillaume, donc tu dis ça. Mais non, moi, les gars, c'est pas une question de. Ça serait l'inverse. Ça serait Amine qui aurait le privilège de la ceinture et Damien Lapillus qui serait dans son cas. Je l'aurais souligné à ce point-là, en fait. C'est une constatation, en fait, aujourd'hui, de ce qu'il y a au niveau du palmarès là, qu'il y a eu de Amine de ses derniers combats, quoi. Donc voilà. C'est pour ça que j'avais parlé de privilèges. Alors, attends, il y avait une question. Donc, merci Kevin et Guillaume pour ce podcast. Par contre, je suis très vexé parce qu'il a mis Kevin avec un K majuscule et Guillaume avec un G minuscule. Et pour ce podcast, dans un prochain JDF, pouvez-vous évoquer le gros problème des contrats, exclusivité UFC qui verrouille les combattants et qui, je pense, arrive au bout d'un système de monopole parce que combattre en prélim d'un UFC Fight Night dans l'anonymat total et combattre en main event d'un gros événement européen, c'est quoi vraiment la différence en tant que manager? Alors, la question est intéressante. Et justement, je l'ai évoqué avec un de mes combattants il n'y a pas plus tard que quelques heures. On en discutait parce que, contre toute attente, je suis dans des discussions très avancées avec l'UFC pour un combattant que personne ne soupçonne. Sincèrement, que personne ne soupçonne. Je pense que c'est pareil à l'époque où j'ai signé Faresiam à l'UFC. Personne ne s'attendait à ça. Ça a été la surprise la plus totale pour tout le monde. Bah là, je suis peut-être en train de préparer une surprise similaire. Donc, on se posait la question et lui-même me disait, est-ce qu'il faut que j'aille à l'UFC sachant que je peux lui négocier de très grosses primes sur de grosses organisations, notamment européennes, comme le soulignait dans son commentaire Fabrice Cousseau. Donc en fait, ce que j'ai répondu à mon combattant, tout est une question, je pense, d'âge. C'est-à-dire que si tu as 34 ou 35 ans, il est temps de penser à la rentabilité de ta carrière. Autrement dit, dans des termes plus simples, il faut faire de l'oseille. C'est-à-dire que si tu as une organisation qui peut te proposer 30-30, là où l'UFC te propose 12-12, avec en plus 30% de taxes quand tu combats aux États-Unis, il faut clairement partir là où on te propose 30-30. Je pense que tout est une question de combien de temps il te reste dans le game. En revanche, si tu as 27 ou 28 ans, tu es susceptible de pouvoir combattre encore 8 ans. Donc du coup, certes, le premier contrat que tu vas négocier avec l'UFC ne va pas beaucoup rapporter. En revanche, et ça c'est quelque chose qui est clairement négligé, tu as les sponsors qui vont avec. Clairement, le jour où tu signes à l'UFC, tu deviens mannequin, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde s'intéresse à toi, tu es le plus beau, tu es le meilleur, tu es génial, etc. Et notamment les sponsors aussi commencent à débarquer, à s'intéresser et à te soutenir financièrement, ce qui est génial. Sauf que une fois que tu vas au bout de ton premier contrat à l'UFC, que tu négocies le deuxième, là pour le coup on peut rentrer dans des primes qui sont beaucoup plus conséquentes. Donc voilà, tout est une question de durée dans le temps en fait, si tu veux. Donc voilà, j'espère avoir répondu au mieux à la question parce que effectivement, tu as des combattants, même français, hein, tu peux remarquer, depuis l'UFC Paris, tu as certains combattants qui n'ont plus combattu. Tu as des combattants en fait qui combattent une fois par an. Donc quand tu combats une fois par an pour 14-14 ou 16-16, c'est quand même compliqué parce que regarde le mec, par exemple, il combat une fois par an pour 14-14. On peut parler avec nos auditeurs, ils vont comprendre. S'il gagne, alors déjà le mec, il faut qu'il gagne. Hein. S'il gagne, il prend 28 000. D'accord? Si son combat était aux États-Unis, il va être taxé de 30%. Donc à la fin, il ne prend même pas 20 000. 20 000, attention, c'est du dollar, c'est pas de l'euro. Après la conversion, on est peut-être sur du 18 000, je ne sais pas quelle est la différence aujourd'hui, peut-être sur du 18 700 ou 800. Donc tu prends 18 700 euros, par exemple, à l'année dans lequel tu retires ton pourcentage manager et ton pourcentage coach et les dépenses qui vont avec, etc., en fait, tu deviens finalement un smicard. Tu comprends? Ah ouais. Donc en fait, c'est bien. Tu vois, regarde, Kevin, c'est choquant ce que je te dis. Tu es un combattant UFC avec les paillettes, la lumière, tout ce qui va avec, les strass, machin et compagnie. À la fin, tu es un smicard. Tu gagnes le SMIC, ouais. Ouais, c'est ouf. Voilà. C'est comme si tu avais travaillé caissier à Lidl pendant un an, quoi. Voilà. À la fin, tu as déclaré, combien 15 000 balles. Ouais, c'est ouf. Ouais. Kevin, dit comme ça, ouais, c'est. Kevin, attention, écoute bien ce que je vais dire. Là, ton combat, tu l'as gagné. Hein. Ouais, si tu le gagnes. Ah ouais. Si tu l'as perdu, tu déclares 7 500 balles. Donc là, t'es chômeur, là. Là, tu es au RSA.
Ouais, c'est clair. Ouais, c'est grave. Tu vois pas le délire, à quel point c'est dur. La vie de combattant, les mecs, c'est dur. C'est très, très Ah dur. ouais. Dit comme ça, ouais, c'est clair Eh oui, que. sorti. Parce que sur les réseaux, c'est beau la vie de Ouais, combattant. Ça bah bien sûr. voyage, ça signe des Ouais. autographes, ça fait des stages, ça fait des machins. Non, les mecs, ça, c'est ce qu'on vous vend sur les réseaux. La vie de combattant, c'est dur, les gars. Quand vous venez dans ce milieu, dans le MMA, faites-le parce que vous aimez ça. Ne le faites pas parce que vous voulez devenir millionnaire. Très rares sont ceux qui vont devenir, et malheureusement, parce qu'on devrait tous l'être dans ce milieu, c'est un milieu qui est dur, mais malheureusement, on n'est pas payé à la dureté, on est payé au résultat, et les résultats, ça demande du temps, ça demande beaucoup de temps. Le constat, Super. il est terrible hein, que je viens de te faire, hein, t'as vu hein. Bah, ah ouais, complètement, ouais, c'est clair. Ouais, non, franchement. Ouais. Non, mais puis c'est bien de l'avoir expliqué aux auditeurs, ouais. Et à moi-même, hein, parce que c'est vrai que pour le coup, on pense toujours voilà, au rêve américain, à Voilà. tout ce que tu as dit, tout le packaging qu'il y a derrière, mais en fait, la réalité, elle est telle qu'elle, hein, et T'as encore, vu, c'est hein. qu'en cas de victoire, quoi. T'as vu, c'est Donc chaud. voilà. Ouais, c'est très, très chaud. Donc, d'où l'importance d'aller donner de la force à tous les combattants. Et voilà, parce que, et encore, ça s'est démocratisé quand même maintenant, parce qu'à l'époque, c'était encore pire, je pense, non, ou pas? Ah oui, bien sûr, tu prends un Ouais, mec comme Michael Lebou. Tiens, tu vois, d'ailleurs, je veux reparler de Michael Lebou, on en a parlé en début de podcast. C'est ouais, un gars que j'admire beaucoup parce que j'ai beaucoup écouté son histoire, notamment sur le dernier podcast, où ça retraçait un petit peu sa vie, etc. Et en fait, c'est un mec, je crois qu'il est ingénieur, il me semble, de métier. Et c'est quelqu'un, en fait, qui n'a jamais arrêté son métier parce qu'il savait que ça peut s'arrêter, le MMA, du jour au lendemain. Tu vois, il n'y a aucune sécurité dans ce travail. On peut te couper à n'importe quel moment. Tu vois, lui d'ailleurs a été coupé malheureusement de l'UFC, tu vois. Donc c'est triste en fait de voir qu'aujourd'hui un combattant, même qui combat dans la plus grosse organisation mondiale, eh ben, doit toujours avoir un plan de sortie, un plan B financier qui au moins lui permet de payer ses factures. Des fois que ça se passe mal. A contrario, en général, un joueur de foot qui joue en Champions League, lui, il est à peu près sûr de pouvoir manger correctement à la fin du mois. Tu vois, il y a encore ce déséquilibre qui est énorme entre nous et les sports les plus riches, tu vois. Donc, je pense que la balance doucement commence à s'équilibrer, mais on en est encore très très loin, très très loin. donc on peut comprendre que certains combattants aujourd'hui ne veulent pas forcément l'UFC. Tu vois, là, de ce qu'on parle, il y a Cédric Doumbé qui justement a parlé qu'il hésitait entre le Bellator et l'UFC parce que le Bellator, il le dit avec ses mots, hein, ils sont prêts à Khalas pour le faire venir, contrairement à l'UFC où, tu vois, j'en parlais aujourd'hui justement aussi, c'était une discussion. Euh, bon, il prend pas beaucoup, mais quand même, on sait que s'il arrive à la ceinture, ou au moins avoir un combat pour le titre, en termes financièrement, il gagnera plus que s'il était sur le titre au Bellator. Enfin, après, je pense que c'est des calculs à faire sur plusieurs combats, voire Enfin, c'est pas évident quand même, hein. Enfin, c'est des calculs tout ça, quoi, du coup. Non, c'est très dur. Tu sais, moi-même, je me pose beaucoup la question. Mmh. Avant, je partais du principe où si tu peux aller à l'UFC, tu pars à l'UFC. Moi, je pensais, quoi qu'il arrive, tu pars à l'UFC. Aujourd'hui, c'est clairement une question que je me pose parce que, effectivement, moi-même, j'ai été approché par le Bellator pour certains de mes combattants. Et il me semble que je t'en avais parlé sur le dernier JDF, si ma mémoire est bonne. Je te parlais d'un combattant dont je tairais le nom, mais qui fait partie de la BTT, qui est chez les 93 kilos et qui est actuellement le numéro 1 en France. Ouais, Euh, ouais. et qui intéresse très fortement le Bellator. Et le Bellator qui est prêt à ralasse, mais grave, pour reprendre les termes de notre ami Cédric Doumbé, euh, comparé à l'UFC, en fait, si tu veux, ça fait énormément réfléchir quand une organisation, alors là pour le coup Bellator ou une autre, est capable de te proposer 3 fois ou 4 fois ce que tu prendrais à l'UFC. T'imagines, on ne parle pas de, on te donne 3 000 à 4 000 balles en plus. Non, on te parle de 3 ou 4 fois plus. C'est un truc de fou, non? Ah, Pour le c'est énorme. coup, Ouais, c'est aujourd'hui, ça énorme. fait vraiment réfléchir. Les Ah conditions sont ben. en train de changer. Et tiens, petite question, tu serais le manager de Cédric Doumbé au point de vue de sa carrière, de son âge.
tu l'orienterais plutôt sur le Bellator ou sur l'UFC du coup? Est-ce que tu comprendrais d'un point de vue de son manager d'aller au Bellator et pas aller à l'UFC pour le coup, avec ce que tu nous as expliqué? Grave, mais grave, parce Voilà. qu'en fait, s'il va à l'UFC, moi je te dis, il va prendre des miettes. Sincèrement, à l'UFC, tout Cédric Doumbé que tu puisses être, tu n'auras jamais un gros contrat pour ton premier contrat à l'UFC. Jamais de la vie. Ils vont te payer le minimum possible. À toi de faire tes preuves. En revanche, si Cédric Doumbé va à l'UFC et nous fait un 4-0 sur son premier contrat, là derrière, il peut vraiment renégocier très fort, tu vois. Bien sûr. Mais à contrario, si Cédric Doumbé part tout de suite au Bellator, il peut se mettre dans un confort financier exceptionnel. Et moi, je te dis la vérité, hein, je suis le manager de Cédric Doumbé. Quel âge a-t-il? Il doit avoir 30 ans passés, je pense. Ouais, il a 32 voilà. ans, je crois. Voilà, 32 ans chez les 77, donc en gros, il lui reste 4-5 ans à faire. Tu vois, la route pour aller au titre chez les 77 à l'UFC va être trop longue et trop compliquée. Ça va être trop dur, il faut être honnête, tu vois. Moi, sincèrement, je te dis, va au Bellator, viens, on va négocier avec eux, je ne vais pas dire des combats faciles, mais ne pas te mettre trop dans le dur tout de suite. On va pas aller te mettre contre un top 5 du Bellator maintenant. On va te faire monter tranquille, mais en revanche, tu vas être avec des primes très confortables qui vont te permettre de ne pas survivre, mais de vivre en fait tout simplement. Ah non, moi clairement aujourd'hui, je peux remettre en question ce que je disais il y a encore quelques années, à savoir qu'il faut aller absolument à l'UFC. Là, pour le coup, c'est plus vraiment la façon, enfin, ce que j'ai en tête, quoi. C'est plus, non, ouais, mais ça a c'est changé. bien, c'est un sujet très intéressant, Guillaume, parce qu'il y a beaucoup de gens et dont moi, hein, on est omnibulés par l'UFC, c'est l'UFC, pourquoi il n'est pas allé à l'UFC? Mais en fait, voilà, tu nous as donné les réponses pourquoi des Kevin, combattants comme Saladin Parnasse ne vont pas signer à l'UFC, quoi. là, on va faire du. C'est comme si C'est tu rentrais. cruel, en fait. Hein. Ouais, mais regarde, Kevin, là, c'est comme si tu rentrais dans un jeu vidéo. D'accord? Écoute-moi bien. Tu fais quel poids, Kevin? 75. 75. Ouais. Donc, tu vas descendre à 66. D'accord? Et Ok. tu vas devenir un top. Et en plus de ça, tu as moins de 30 ans. Tu as quel âge? 28. Voilà, 28 ans, parfait. Donc là, tu deviens le concurrent direct de Saladin Parnasse, un des meilleurs Français. OK? Ok. Écoute bien, non, non, franchement, c'est très intuitif ce qu'on va faire. On va se plonger dans la vie, dans la peau réelle. Donc là, aujourd'hui, moi, je suis ton manager. OK? Mon Ok. cher Kevin, je Ça viens me va. je viens de négocier avec l'UFC. OK? Bon, par contre, si je suis ton manager, je te prends 50%. Mais si je viens de négocier avec l'UFC, l'UFC nous propose un contrat, ce qui est incroyable. Tu sais, le nombre de combattants français qui vont recevoir dans leur boîte mail des contrats UFC, ils sont certainement de l'ordre de quoi? 2%, 3% peut-être? Enfin, tu vois, c'est comme si tu trouvais une émeraude, tu vois, ou un diamant encore plus. Ah, Mais j'ai réussi à t'avoir un contrat UFC à 12-12. ok. D'accord? En Ok. parallèle, mon cher Kevin, je viens d'avoir le Bellator au téléphone. OK? Il nous propose 40-40. 40-40, j'ai négocié à ce que pour l'instant, on ne prend pas de top 10. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont accepté de te faire monter tranquillement. Ils ne vont pas te donner de combat facile, mais ils ne vont pas t'envoyer à la mort. OK? Tu as 4 combats de garantie. 40-40, 45-45, 50-50, 55-55. Ce qui fait qu'à la fin de ce contrat, potentiellement, tu peux t'acheter une maison. Ok. Kevin, on fait quoi? Faut que je On va au réponde ce soir. Bellator. Tu vois? Faut que je Ouais, réponde ce soir. on va au Bellator. Hein. Voilà. Ah ouais. Alors que pourtant, à contrario, tous les fans diront faut qu'il aille à l'UFC parce que je suis le concurrent de Saladin Parnasse. Et aussi, à contrario que moi, au fond de moi, c'est ce que j'ai envie, c'est d'aller à l'UFC. C'est Ouais, mais... d'avoir cet ensemble Venom, d'être, tu vois, faire la pesée, enfin, d'avoir cette image et cette aura. Mais ouais, si on parle en off et que tu me l'exposes comme ça, bah, c'est clair que je dirais Bellator parce que j'ai envie d'acheter ma maison et j'ai pas envie seulement d'acheter une voiture, quoi. Ce que tu viens de Donc, dire ouais, est parfait. En fait, voilà. il faut que chaque personne rentre dans la peau des combattants. C'est-à-dire, tout le monde a des projets de famille, d'enfants, etc. Tu vois. Mais un homme
responsable, et un père responsable, c'est quelqu'un qui fait des enfants quand il a une situation. Ok? Donc tes enfants, tu veux qu'ils grandissent dans un cadre où clairement tu es juste à toutes les fins de mois, où clairement l'équilibre il est très dur à trouver, où tu galères, tu sais pas comment tu vas finir le mois, où clairement tu sais que grâce au MMA, bon, tu vas être pas mal, tu vas être vraiment pas mal. Bah, tu choisis très certainement la sûreté, tu vois, la sécurité. Tu comprends? Et la sécurité, c'est Bien sûr. l'oseille. C'est important, tu sais, une carrière, c'est court, c'est court. Tu sais, si ça se trouve, à ton troisième combat, tu vas te faire un tibia péroné et tu vas peut-être mettre fin à ta carrière. Tu vois? Tu sais, il y a aussi les risques qui vont avec, il y a aussi les blessures, il y a plein de choses. Ce qui fait qu'une carrière de MMA, il faut aussi penser un moment à ce qu'elle soit rentabilisée. Tu sais, c'est important. L'aspect financier, en France, évidemment, c'est quelque chose de très, comment on dit, j'ai oublié les termes français, c'est tabou. Tabou Ouais. de parler de l'aspect financier. Mais chez nous, en Bulgarie, c'est tranquille, tu vois. Tu sais, on peut en parler tranquillement. Mais voilà, l'aspect financier, aujourd'hui, dans n'importe quelle négociation, ça occupe une place très importante. Là, de la façon dont on a parlé, tu comprends la chose. Bien sûr, bien sûr. Et j'espère que pour les auditeurs, ça leur permettra justement de Mm. comprendre aussi ça, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui en ce moment est au cœur de beaucoup de débats. Et quand on suit un combattant, qu'on l'apprécie, qu'on veut direct le voir à l'UFC et qu'il ne prend pas cette direction-là, on est un peu frustré. Voilà, pour reprendre le cas Saladin Parnasse qui est au KSW, ou aussi Cédric Doumbé qui, là, il n'y a pas longtemps, l'a dit qu'il hésitait Mhm. entre le Bellator. Ben, pour le coup, c'était sympa Alors de après, faire cette expérience, Guillaume. Ouais, pour reprendre, tout le monde est différent. Tu vois, pour le coup, si moi, en étant ton manager, je crois en ton potentiel, tu vois, je sais que même si tu vas à l'UFC, tu déboîtes tout le monde. Et sauf qu'au lieu d'avoir 29 ans, tu en as 26. Là, je vais te dire, Kevin, je pense qu'il est préférable qu'on aille à l'UFC. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 2 ans, on va faire notre premier contrat, mais moi, je sais que tu as le niveau pour déboîter les 4 mecs. À la fin de ce contrat, là, on va commencer à se mettre bien. On va commencer à en rentrer dans des négociations qui vont être meilleures pour toi. Mais comme je dis, ça prend du temps. Et enchaîner des combats, c'est aussi enchaîner des prises de risques. Parce que tu sais, tu l'as vu avec Saladin Parnasse, tu peux prendre un contre à un moment, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu peux prendre une défaite, tu peux te blesser. Tu vois, en fait, chaque cas de figure est différent. Mais ce qui réunit tous les cas de figure, malgré tout, c'est l'aspect financier. Et ça, on peut pas faire comme si ça n'existait pas. bien sûr. Ben, super, Guillaume. Ben, écoute, je te remercie d'avoir partagé, j'ai envie de dire, ce petit cours de management pour nos auditeurs. J'espère que vous apprécierez le partage. Guillaume, c'était un plaisir de t'avoir encore sur le JDF, d'avoir Plaisir abordé tous ces partagé. sujets avec toi. Voilà, on a fait le tour. Vous pourrez nous retrouver au mois de juin, comme d'habitude, hein. On se fixe Non, un épisode par mois. on se retrouve bien Au avant, mois de mai, Kevin. pardon, au mois de mai, pardon. Bien sûr. Et Et tu sais, l'initiative que tu as prise tout à l'heure, elle est parfaite. On va lire plus fréquemment les ouais, commentaires, répondre aux questions, bien etc. sûr. Donc les mecs, Donc voilà. faites-vous plaisir. Même les mauvais commentaires, on va les lire. Il n'y a aucun problème, les mecs. Faites-vous plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions, quoi que ce soit. On a envie de créer un petit peu d'interaction avec nos auditeurs. Tu vois, c'est important. Tout comme la Bien dernière fois, sûr. tu te rappelles, on avait invité l'un d'entre eux. Tu vois, c'était cool. Donc les Ouais, mecs, c'est clair. n'hésitez pas. S'il y a quoi que ce soit, on est là pour ça. Merci à vous tous. C'est ce que je disais avec Kevin. L'autre jour, on se faisait un petit bilan de combien de personnes regardent le podcast. Et en fait, on pourrait se dire que finalement, nos scores, ils ne sont pas encore incroyables et qu'on espère dans le futur faire beaucoup plus. Mais finalement, en fait, je t'ai répondu quoi? Sur la dernière vidéo, je crois qu'on a fait 1200, il me semble. Bah, tu C'est vois, quand ça. tu prends 1200 personnes et que tu les réunis dans une salle, bah, au final, ça fait plein de monde. Tu es en train C'est de faire clair. une conférence devant 1200 personnes. T'imagines, c'est énorme, tu vois. Donc, tu vois, si on regarde à cette échelle-là, moi, je suis content. Je suis content qu'on ait des gens qui soient fidèles, parce qu'aujourd'hui, c'est le JDF combien C'est le 15, hein, c'est le C'est le 15. 15. Donc, si les gens Donc, ouais, n'aimaient pas, ils seraient partis au deuxième, tu vois. Si au bien 15e, sûr. on a toujours des gens et encore plus qui nous suivent, ça veut dire que c'est cool. Nous, on est content d'échanger avec vous. Donc, les mecs, n'hésitez pas. Commentez, likez, partagez, faites tout ce que vous voulez, mais faites-le en tout cas. Yes. Merci, Guillaume. À très Merci bientôt. à toi, Kevin. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.